Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Ronan Gégaden, photographe de mariage. Merci d'écouter ce podcast. Vous pouvez nous donner un grand coup de main en laissant 5 étoiles et un commentaire dans l'application Apple Podcast et en le partageant auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. Place à l'épisode. Mon invité aujourd'hui est Ronan Gégaden, photographe de mariage, et vous aurez tout le loisir d'apprécier l'humanité qu'il met dans son travail. Dans ce podcast, nous évoquons les 2 ans de coupure professionnelle pendant lesquels il a appris la photo, sa quasi-reconversion dans l'horticulture, la façon dont il se nourrit des émotions fortes qu'il trouve dans les mariages, son intérêt pour les photos de chantier, son obsession pour les lignes bien droites dans les photos à l'église, l'importance de bien préparer ses mariages et de bien discuter avec les mariés de leurs attentes, et son étonnante rencontre avec un gantier napolitain. Bienvenue dans l'œil de Ronan Gégaden. Ronan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Dans l'œil du photographe qui t'est consacré. On va commencer par te présenter. Qui es-tu ? Merci de me recevoir. Donc moi, je suis né à Paris. J'ai passé quelques années à Bordeaux pour revenir dans la région parisienne à l'âge de 10 ans. Donc je suis vraiment Un Parisien. de la région. Et toute ma famille habite en Bretagne. Donc je suis très attaché à cette région-là. Donc ton nom se prononce en réalité ? Alors, la vérité, c'est que je dis à tout le monde que je m'appelle Gégaden, mais si on va en Bretagne, mon nom se prononce Gégadin. Mon père disait que j'étais mal élevé, j'arrivais pas à prononcer mon nom correctement. On va rester sur ce qui t'arrange, ce que tu as dit. Écoute, aujourd'hui, je les gens diffuse qui mon écoutent. nom comme Ronan Gégaden. C'est quoi ta formation ? Alors, la formation, elle est tout autre que celle d'un photographe, parce qu'après le bac, j'engage des études en électronique, puis en commerce. Et donc, du coup, je fais 15 années d'un métier qui est un peu en dehors de ce que j'aime. J'ai vendu des réseaux téléphoniques chez Alcatel. Mon dernier boulot était responsable SAV sur une société de contrôle d'accès, donc qui vend des portillons automatiques et tout ça. Et voilà, c'était pas mon truc, je le faisais tout de même. Ce qui fait qu'un jour, je me suis retrouvé arrêté par une maladie sévère. Et pendant quelques années, ça a été géré par des médicaments. Et puis un jour, en 2009, biche, je me suis arrêté. Et pendant 2 ans, j'ai pas pu travailler. Donc c'était 7 opérations chirurgicales. Et de 2009 à 2011, du coup, je suis à l'arrêt. Donc mon corps exprimait une difficulté que je n'arrivais pas à exprimer tout seul. Donc du coup, j'étais obligé de m'arrêter en 2009 complètement. J'ai arrêté de travailler. Donc tu as passé 2 ans à l'arrêt complet. Ouais, en convalescence. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Pour la petite anecdote, pour donner un peu le tout début de mon intérêt photographique, entre les convalescences et les hôpitaux, je suis beaucoup chez moi. Et il arrive un moment où je fais une crise forte, où je peux même plus décrocher le téléphone tellement c'est douloureux. J'attrape peur et je dis, maintenant, je ne veux plus rester chez moi tout seul. Donc, ou quelqu'un vient chez moi, ou moi, je vais chez vous. Et donc, je passe un peu de temps chez ma mère. J'ouvre un magazine chasseur d'images. Le fameux magazine qu'on a tous lu. J'ouvre l'article sur les profondeurs de champ, les focales, tout ça, ça m'intéresse un peu. Je vais chercher le mois suivant le magazine, et puis ça démarre. Ça démarre sans aucune ambition, hein. Ça démarre par le plaisir, et puis très 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 rapidement, au bout de quelques mois, j'achète un boîtier, et puis en fait, ça déclenche quelque chose qui était latent. Hein. T'avais jamais fait de photo avant ? Réellement, non. Même enfant, il n'y avait rien qui te... Un petit peu, mais c'était vraiment... Non, pas réellement. Non. T'as plongé ? T'es plus jamais J'ai ressorti. plongé sans m'en apercevoir. C'est-à-dire que ces deux années-là d'arrêt ont été une production photographique personnelle énorme. Sans aucune ambition professionnelle, mais énorme. Et donc, du coup, au bout du compte, j'ai réussi à avoir un niveau photographique qui était assez bon pour m'interroger au moment où il fallait repartir travailler sur le fait de, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je repars dans ce que je faisais, j'en ai plus envie. Je fais de la photo, ça m'a l'air compliqué quand même. Et en fait, j'ai passé un autre BTS en horticulture pendant cette période que j'ai obtenu. Donc en fait, j'avais des choix, je ne savais pas quoi faire. Beaucoup d'options.
Ouais. C'est parfois très problématique d'avoir trop d'options. Et j'ai été fou. Enfin, fou dans le sens où, en passant un diplôme, j'avais remis déjà tout en question ce que j'avais fait précédemment. Et puis là, je remettais une deuxième fois tout en question sur un sujet que je ne maîtrisais pas du tout. Et puis, vaille que vaille, allons-y. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi la photo de mariage plutôt qu'une autre spécialité du coup? Ça, on s'en aperçoit pas tout de suite. Mais avec la pratique, j'ai compris pourquoi j'étais là. Et sans en vouloir à mes parents, je pense qu'aujourd'hui, ça répond à une espèce de carence affective qui fait que le cœur de ma journée est que je vais aller chercher les émotions fortes que je peux trouver. Ça peut être n'importe quand dans la journée. Mais pour donner une autre anecdote là-dessus, moi, je me marie en 2012. Alors là, comme tout le monde, c'est très organisé, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens viennent vous voir quand la cérémonie est finie. On fait beaucoup d'embrassades. Ma mère ne vient pas, très occupée à gérer tous les invités. Mon père, un peu à côté de ses pompes à ce moment-là, ne vient pas non plus. Et je me retrouve dans la soirée en disant, mais les seuls que je n'ai pas embrassés, c'est mes parents, quoi. Et ça m'a fait mal. Et ton photographe t'a pas dit qu'il n'avait pas la photo avec tes parents? Il a respecté ce qu'il disait, il a suivi tout ce qui s'est passé. Il n'a pas du tout déclenché quoi que ce soit. Et donc, du coup, il a laissé faire les choses. Et ce manque-là, que je matérialise par un moment précis, je le compense un tout petit peu à chaque fois. Et puis à chaque fois, ça fait aussi appel à des choses perso que j'ai pas réussi à combler tout seul et que je vais chercher mariage après mariage, samedi après samedi. Donc j'en déduis que tu es de ces photographes de mariage qui se font happer dans la famille le jour J, où tu as l'impression d'être extrêmement proche d'eux pendant ces quelques heures que tu passes avec eux. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. En tout cas, je me fonds complètement. Les gens ne savent pas comment je vais me comporter dans le jour J. C'est vrai que je suis comme quelqu'un de la famille, quoi. Je discute avec tout le monde et je suis intégré. Et le but du jeu, et je sais que ça marche un peu comme ça, plus je suis présent, plus je suis proche, moins on me voit, et plus le naturel des gens s'exprime. Et donc, du coup, là, le travail devient facile, quoi, finalement. En termes de pratique photographique, tu me disais que tu as commencé à faire de la photo par une pratique personnelle. Est-ce que du coup, il en est sorti une autre pratique de la photo que la photo de mariage? Est-ce que tu fais que de la photo de mariage aujourd'hui ou autre chose également? Professionnellement, il y a 30% de mon activité qui est aussi sur les entreprises. C'est du portrait, c'est des événements. Et ce que je recherche le plus, la photo de chantier, qui est un cadre extraordinaire pour développer des belles images. Et voilà, ça c'est un travail à part entière que je dois continuer à développer parce que je dis dans ma tête, à terme, j'aimerais que ce soit du 50-50. D'accord, c'est de la photo d'architecture techniquement, la photo de chantier. En partie. C'est très amusant que tu dises ça parce que si tu regardes dans la bibliothèque qui est juste derrière toi, il y a un livre qui s'appelle Empreinte. Et ce livre, ça date d'une époque où je travaillais dans l'immobilier entreprise. J'étais chez un promoteur immobilier, donc je gérais des chantiers au quotidien. Et un jour, on m'a offert ce livre et j'ai trouvé ça très beau. Et je m'étais dit, ça, c'est vraiment un très beau métier. J'ai jamais fait ce type de photo parce que c'est pas quelque chose qui est dans mon tempérament. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Mais du coup, tu vois, tu parles de ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que ce livre-là, j'en suis vraiment amoureux. C'est probablement un des premiers livres photos que j'ai eu dans les mains. Ouais. Et que j'ai possédé, en tout cas. Et je comprends cet attrait que tu peux avoir pour ce type de photo parce qu'en plus, c'est une évolution quotidienne. Un chantier, c'est pas... Oui. Tu viens une fois et c'est fini. Tu reviens sur une durée de 1 an, 2 ans, régulièrement. Alors, ça peut se concevoir comme ça. Des fois, c'est du one-shot, des fois, c'est du suivi. Ouais. Effectivement, il y a cette architecture qui est magnifique, qui est un théâtre, en fait, pour tout ce qui se passe dedans. Et le travail des hommes, c'est un défi à chaque fois d'arriver à mettre en valeur les gestes des hommes qui font ça tous les jours. Et c'est compliqué à trouver. Et quand j'y suis, c'est un vrai plaisir. C'est un beau sujet. Pour l'avoir vu de près, c'est un très beau sujet. On a quelques questions rapides qui vont suivre. Ton premier appareil, donc c'était un numérique vu les années que tu as mentionnées. Ouais, comme je suis tout neuf, comme ça fait 7 ans que je suis dans la profession, effectivement, j'ai commencé au numérique. D'accord, donc du coup, tu n'as jamais développé un film toi-même?
Ah si, quand j'étais en primaire, notre maîtresse nous avait fait des photos des photos pendant qu'on faisait une sortie en forêt. Et donc, c'est mon souvenir de développement d'argentique, mais c'est tout. Donc, du coup, j'ai oublié ça. C'est un intérêt que je n'ai pas creusé, mais je sais que c'est un rapport photographique différent. Et qui, je ne sais pas, que je creuserai peut-être un jour. Tu as appris la photo sur ton temps libre, mais comment tu as appris concrètement la photo? Est-ce que c'est dans les livres? Est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as suivi des cours? Oui, dans les livres. Très, très majoritairement. Une fois que j'étais parti, je crois que j'achetais un bouquin par semaine et que je le dévorais et qu'il fallait que j'en achète un suivant. Il y a quelques livres que j'ai en mémoire qui ont déclenché des choses fortes et la bibliothèque grandissait à vue d'œil, quoi. Quel genre de livres? Plutôt des livres photos, plutôt des livres techniques? Ouais, au début, livre technique. Et il y a un type qui s'appelle Brian Peterson qui, je pense, aborde les mêmes sujets que tout le monde, sauf qu'il a une manière toute simple de dire, voilà, j'ai essayé ça, c'était pas bon. J'ai ensuite essayé ça, c'était franchement pas terrible non plus. Et le troisième essai, franchement, il faut que vous tentiez parce que ça donne un super résultat. Et en fait, on se dit, il est super photographe, mais il a démarré en n'arrivant pas à plein de choses. Et donc, du coup, il donne envie d'essayer petit à petit. Et du coup, les progrès sont visibles très, très vite. Et voilà, il y a un livre qui s'appelle La vitesse lente et qui explique très clairement que le triptyque sensibilité, vitesse, exposition, c'est pas très compliqué et qu'on peut se mettre en manuel et qu'on peut jouer avec les trois et qu'il faut juste tenter différentes choses. Et ce bouquin-là, il m'a ouvert les yeux. Peut-être qu'il t'a appris aussi qu'il fallait échouer avant de réussir. Et il m'a donné l'impression que c'était pas si dur. Et c'est l'état d'esprit, en fait. Et donc, la première année, beaucoup de livres techniques. Et petit à petit, et je continue toujours aujourd'hui, beaucoup de livres photos de photographes qui m'intéressent. Ça, c'est sûrement la plus belle formation qu'on puisse faire. Ouais. En plus d'être agréable à faire, à chaque fois, on découvre des choses. Chaque fois que j'ouvre un livre, moi, je découvre quelque chose de nouveau. Et dans la façon d'exprimer ça. On va rester sur les livres. Quoi tes livres préférés aujourd'hui, tes photographes préférés? Tu as peut-être des photos préférées? J'ai deux choses qui me viennent en tête. J'ai une inspiration couleur et une inspiration noir et blanc. Parce que je trouve que les travaux sont tellement corrélés à ce choix que mes deux inspirations sont différentes aussi. En couleur, je pense à trois personnes tout de suite. Harry Gruyert, Ernest Haas et puis Alex Webb. Alors, ils ont des travaux différents. Et quelqu'un comme Harry Gruyert, c'est étonnant parce que d'une photo où, a priori, il n'y a pas de sujet, il y a une ambiance. Les Anglais, ils ont un mot qu'on n'a pas trop, nous, qui est le mood. Il a un truc comme ça qui lui vient. Il prend sa photo avec sa manière de voir les choses. Il ne se passe rien et moi, ça m'émeut. C'est-à-dire que l'émotion que me donne une photo où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet, je trouve ça étonnant. Il est extraordinaire pour ça, Gruyert. Quasiment à chaque image, j'ai presque envie de ne pas creuser la question pour continuer à être enchanté image par image, quoi. Je veux pas creuser son secret à lui. Ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il est capable de faire une photo d'un sujet absolument chiant et de le rendre fascinant. Ouais. C'est un vrai talent. Et j'aimerais un jour me retrouver face à lui, au micro. Si vous nous entendez, monsieur Gruyert, venez. Franchement, c'est... Alors, pourquoi pas, je sais pas, moi je vais pas... C'est des gens, j'ai envie de garder un secret autour d'eux. J'ai pas envie de les approcher de trop près. Bon, peut-être qu'ils parlent français, peut-être qu'ils te répondront. Parle français, j'ai déjà entendu des interviews de lui, donc je sais que ça pourrait techniquement se faire. Après, il faut qu'il accepte de venir. Il faut déjà qu'il entende, il sache qu'on existe pour commencer et qu'il accepte de venir. Mais franchement, j'adorerais. Moi, je suis pas du genre à garder les mystères. J'adore creuser... creuser tout et découvrir et comprendre ce qui peut se passer. Bon, c'est la raison du podcast, c'est que j'aime bien comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Et c'est vrai que lui, c'est une des personnes, si j'avais une personne au choix, n'importe qui, que je pourrais interviewer, ce serait lui. Moi, si tu me demandes une personne aussi, c'est celui qui me donne le plus d'émotions, alors qu'a priori, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de sujet principal.
Chez Alex Webb, oui, il y a des sujets sujets assez forts. Il est photojournaliste. Voilà, il a un travail différent, ouais. Et qui est impressionnant aussi, très très beau. Si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur lui, alors il est relativement jeune, je crois qu'il est né dans les années 50, mais c'est quand même la génération sur la fin des années des magazines type Life et ce genre de magazines où on faisait encore des grands reportages photos. Il avait peut-être la place pour faire ce genre de sujet, ça existe peut-être plus aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression qu'il a un vrai travail de photojournaliste qui n'est pas du tout le cas de Harry Gruyaert. Ouais. Je me demande même comment Harry Gruyaert vit. Comment il génère une activité commerciale autour de lui, tellement ses photos, je ne vois pas comment il vend ses photos en fait. Il est très atypique, même chez Magnum, je crois qu'il est pas très, j'allais le dire apprécié, c'est pas le mot, mais je pense qu'il a un petit peu de mal à trouver sa place chez Magnum. Je crois qu'il fait même plus partie de l'agence d'ailleurs, mais je crois qu'il a eu un petit peu de mal à trouver sa place dans une agence comme Magnum, justement parce qu'il était atypique, parce qu'il faisait de la couleur quand tout le monde faisait du noir et blanc. Et c'est vrai qu'il a une approche tellement particulière et qu'il raconte beaucoup de choses avec rien que vraiment, oui, effectivement, la question se pose. Après, je l'ai découvert dans une exposition, donc il doit avoir ce type de revenu-là aussi, je pense, qui aide à fonctionner. Ouais. Et en noir et blanc, je pense à Joseph Koudelka, je pense à Paolo Pellegrin. Des globetrotters, pour le coup. Enfin, Koudelka, en tout cas, un vrai globetrotter. Ouais. C'est limite un gitan parce qu'il est complètement. Enfin, je crois qu'il a même été apatride à un moment. Mais c'est quelqu'un qui se fixe pas, qui a probablement pas eu de maison. Je crois qu'il dormait au bureau de Magnum, de ce que j'ai compris. Donc c'est vraiment un esprit très particulier. Ouais, lui il est particulier. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette approche-là? Il est étonnant parce que lui, il a travaillé. Je sais pas comment il travaille aujourd'hui. Je crois que c'est toujours en argentique. Je vois ses photos. Il a l'air d'avoir, je sais pas, ce qu'on appelle l'œil absolu. Quand il déclenche, tout s'aligne exactement comme il faut. C'est étonnant. Je sais pas, il y a un espèce de truc divin là qui tombe sur lui et qui fait déclencher l'appareil. Et même sur une série de 32 images, qu'on peut voir des fois de temps en temps sur certains livres, c'est étonnant. La série des 32 images est excellente sur chaque image. Alors, voilà, on tombe en admiration devant un œil comme ça. Quoi. D'accord. Quand tu dis la série de 32 images, donc tu vois sa pellicule complète? On voit la pellicule complète, ouais. Parce que j'allais dire, oui, c'est peut-être une photo parmi 30 qu'il a fait, mais non, si tu vois les 30... On voit toute la série de toutes les images. Toute la série est réussie. Ouais. Donc c'est un génie. C'est un peu ça. C'est impressionnant, j'aimerais être comme ça. Le côté pas globetrotter. Le côté gitan en moins, le côté apatride, le côté sans famille en moins. Et oui. C'est particulier comme vie, mais je pense que c'est justement pour ça que c'est un génie, ce mec-là. C'est qu'il s'est consacré à 100%. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une famille aujourd'hui, mais il s'est consacré toute sa vie à la photographie. Ouais, c'est possible. Lui non plus, je ne le connais pas. Je n'ai pas cherché à connaître son histoire personnelle. Et vu ce qu'il montre et de la manière dont il le fait, oui, c'est possible que... Ça m'avait marqué parce que je l'avais vu dans une expo à Beaubourg. Il y avait une petite expo sur lui. Il y a une petite salle dans les sous-sols de Beaubourg où de temps en temps, tu as une exposition photo gratuite. Et en passant un jour à Beaubourg, je suis allé voir ce que c'était. J'avais été vachement marqué par ça, par le fait, un des faits les plus mis en avant, c'est qu'il dormait au bureau de Magnum à Paris quand il était à Paris. Il n'a pas de maison. Et j'avais trouvé ça absolument extrême et fascinant, en même temps un peu triste parce que ta vie, ça n'est que du voyage et de la photo, et qu'à un moment, je pense que ça manque un petit peu quand même d'avoir une famille, d'avoir un endroit où se poser. Bon, après, c'est des philosophies, et peut-être que lui, ça lui allait, mais c'était vraiment, j'avais trouvé ça, j'allais dire choquant, on va dire plutôt marquant, c'est peut-être un petit peu plus soft. Ah ouais. D'un point de vue un poil plus technique, est-ce que tu es plutôt zoom ou est-ce que tu es plutôt focal fixe? Alors, je suis focal fixe quasiment 100%. Je déroge à la règle sur certains reportages entreprises où je vois que ça va être trop compliqué parce qu'une focale, moi c'est le 35, je crois que 80% de mes photos sont en 35 mm. Par contre, je me suis retrouvé dans des salles de conférence où il n'y a pas beaucoup d'angles de vue. Je viens entre les sièges, sur la scène, tout ça, mais en fait, c'est assez restreint. Si je ne bouge pas avec un zoom, je donne pas assez de matière. Mais la vérité, c'est que j'aime pas le zoom. Il y a tellement de possibilités que je perds mon temps à choisir la meilleure des possibilités.
Et puis en plus, ce qu'on entend souvent dire, et moi je le ressens, ça n'empêche pas le mouvement, c'est pas vrai, mais ça le limite. Et du coup, moins de déplacement, moins de vision, moins de belles photos. C'est comme ça que je ressens le truc. Tu t'endors avec un zoom. Ben, le premier qui m'a fait visualiser l'enchaînement des choses, est-ce que tu connais Rui Arentil, qui est un Colombien très jeune, qui en 2013 a cartonné tout le monde sur le concours Fearless. Il décroche le Crins Award, donc du coup il arrive premier. Je crois qu'il craque un peu après par les sollicitations. Et lui, je le rencontre en 2014. Et il parle de ça, focale fixe. Et il dit une focale fixe, ça veut dire quand on veut aller chercher son image, on fait 3, 4, 5 pas. 3, 4, 5 pas, ça veut dire qu'on a bougé dans la pièce. Et ça veut dire qu'on a une nouvelle vision de la pièce. Et ça veut dire que potentiellement, on a une nouvelle photo. Et il dit, c'est comme ça toute la journée. Les pas supplémentaires que tu vas faire vont générer une nouvelle photo, une nouvelle vision. Et c'est ça qui va développer le reportage. Ça t'oblige à bouger. Voilà. Du coup, j'allais dire, c'est quoi ta focale ou tes focales? J'imagine que tu n'as quand même pas que le 35 mm. Non, bah, j'ai 2 boîtiers, le 35 et le 85, donc tout le temps sur mes épaules. Mais je fais du 85 la plupart du temps pour donner une matière supplémentaire aux clients. Pour avoir un peu de variété. Ouais. Et de temps en temps, c'est intéressant en tant qu'image, mais je me sens bien sur une vision naturelle que je retrouve dans le 35. Et si on me donne que ça, je suis satisfait. Tu vis bien avec. Ah ouais. T'es plutôt une lumière naturelle ou t'es plutôt flash? Bah, c'est les deux. C'est les deux. En mariage, c'est les deux, toute la journée. La lumière naturelle me guide complètement, toute la journée. Et de temps en temps, le flash va aider à mettre en valeur les sujets. Et donc, du coup, j'hésite pas du tout. Je pense que je parle aux mariés de ça dans les premiers rendez-vous. Ils sont complètement en accord, donc je gêne personne avec cette technique. Et du coup, c'est très variable. Mais je n'hésite jamais, ouais. Et je l'utilise des fois beaucoup dans une journée. Pendant la cérémonie, le flash, tu peux le sortir en plein milieu de la cérémonie, le flash, par exemple? Ça peut se faire? Non. Ouais, si, je l'ai déjà fait. En église, en mairie, c'est très variable. C'est comment selon ce qui va se présenter. Ouais, selon ce qui se présente, ouais. Et puis je sens la situation avec le prêtre, avec les mariés, c'est tout un ensemble. La géographie du lieu. Et oui, c'est possible. Ouais. C'est pas inenvisageable. En plus, il y a des outils aujourd'hui tellement bons que si on s'y prend bien, personne ne voit le flash. C'est vrai que aujourd'hui, à une époque, pour avoir un peu de puissance, il fallait avoir des trucs monstrueux. Aujourd'hui, tu as des petits flashs de la taille de Flash Cobra qui ont la puissance d'un petit flash de studio. C'est assez incroyable. Ouais, ça gêne personne. Il n'y a que les mariés qui voient qu'on les flash, en fait. Ouais. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Non, parce alors, j'ai des presets personnels, donc ma manière de régler les photos, que j'applique ou en noir et blanc ou en couleur. Donc j'en ai juste deux. Mon noir et blanc et ma couleur. En dehors de ça, je travaille un peu l'exposition, des fois de manière locale. Et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Alors, mon preset, je le vois, chaque année, il évolue un peu. Et donc, du coup, mes photos de 2013, les toutes premières, elles ont bougé. Et puis, petit à petit, ça bouge. Peut-être que l'année prochaine, je vais avoir encore une autre vision des choses. Mais normalement, il n'y a pas beaucoup de travail. Le recadrage, je m'y autorise quand même. Normal. Ouais. Mais je suis à la base hyper strict. Et j'ai un espèce de truc qui m'omnubile. J'essaie de garder mes lignes droites tout le temps. Je crois que c'est en 2014 où je rencontre les Cabrelli qui font un workshop que j'ai beaucoup aimé. On présente chacun une dizaine de photos pour la critique. Et je crois que sur mes 10 photos, il y en a 5 qui sont penchées. Et alors Dominique Cabrelli, il me dit « Ouais, c'est sympa ce que tu fais. » Bon, il dit « Mais les trucs qui penchouillent, moi je suis pas trop fan. » Il m'a vexé. Et je dis « Ouais, pourquoi je penche en fait ?» Et c'était juste pour essayer de donner une dynamique, un mouvement, un truc qui mette un peu en valeur. Mais en fait, c'était faux. Enfin, ça donnait pas de force à ma photo. Et il me dit « Écoute, ta photo elle est bien, redresse-la. Ta photo elle est bien, redresse-la. » Putain, il me fout la honte devant tout le monde. C'est ça le principe du workshop. En même temps, c'est de l'amour vache, quelque part. Tout à fait. C'est pour toi, effectivement, ça fait très très mal. Moi, je me suis pris la même aussi sur les photos, sur une formation Fearless. Tu te prends une vraie fessée devant tout le monde, en fait. C'est en public, il y a 15 personnes qui te regardent, tu es tout rouge, tu baisses la tête, tu fais putain, comment j'ai pu faire un truc pareil? Perso, je ne l'ai plus refait depuis. Et il m'a fait, aujourd'hui, dans l'essentiel de mes photos, mes lignes sont droites. C'est-à-dire que même quand il faut cadrer vers le haut, donc du coup on a des lignes de fuite, je fais en sorte d'avoir un cadre large. Je sais qu'après on peut redresser facilement.
Et une église droite, frontale, est beaucoup, beaucoup plus puissante qu'une église qui part vers le ciel. Là. Et donc, du coup, ça, je pense que si tu regardes mes photos, c'est devenu une caractéristique. C'est une chose que j'avais repérée aussi, et je me suis dit, ce mec-là ne doit pas aimer les caméramans. Ah, si, pourquoi ? Parce que le caméraman à côté de toi, pendant que tu as l'entrée ou la sortie de la mariée, t'empêche d'avoir une photo parfaitement droite. Ouais, il y a beaucoup de discussions entre nous. Hein. Alors, des fois, quand je vois que les discussions sont compliquées, je fais avec, mais après, j'essaye. Tu arrives à te partager avec lui. Ouais, j'essaye, ouais, parce qu'effectivement, il y a des fois où je sais que ça va pas le faire. Moi, ça me rend fou, ça, d'avoir dans le champ ou toujours devoir partager la place. C'est un truc que je supporte pas. C'est plus compliqué. Maintenant, effectivement, quand tu travailles avec quelqu'un, si t'arrives à, s'il est bon, oui, ça peut bien se normalement, passer. il y a mariage là aussi, quoi, de travaux. Ouais. J'en ai eu un une fois qui était juste extraordinaire. C'était sur une bar mitzvah. Et le type était habillé en rouge. Donc déjà, super tenue, super chouette tenue pour un événement comme ça quand tu es prestataire. Et il a réussi à se mettre avec sa caméra sur un trépied devant le bar mitzvah. Et puis toi, démerde-toi. Donc toutes les photos de loin, il est dessus. Et je ne pouvais rien faire. C'est le genre de truc qui m'ont fait pas aimer pendant longtemps les caméramans et les mecs qui faisaient des vidéos. C'est compliqué. Des fois, de marier les deux, c'est compliqué. Par exemple, moi, sur un événement, sur une cérémonie, je bouge énormément. Et sur les cérémonies laïques, on peut tourner tout autour des mariés parce qu'il n'y a pas de cœur où il est interdit d'aller. Je tourne, je vais, je viens. Et le caméraman, il devient fou parce que j'arrive dans le champ en permanence. C'est tout le temps dedans, ouais. Et je sais pas comment. Il y en a qui s'en dépêtrent très très bien, puis il y en a d'autres qui sont furax, quoi. Et malgré mon travail qui demande de bouger beaucoup, je vois qu'il y en a qui font, malgré ça, un très beau travail de vidéo. Je pense que c'est aussi l'intelligence, c'est d'être capable de s'adapter aux situations autour de soi, surtout sur un mariage où c'est quand même... Il y a des choses prévisibles, mais il arrive toujours des choses imprévisibles. Ça t'arrive en permanence. Et des fois, il faut être capable justement de s'adapter à ce genre de situation. C'est ce qui fait les très belles photos, je pense d'ailleurs. C'est ces petits moments que tu n'as pas forcément vu arriver. Ouais, et les contraintes. Comme tu dis, des fois, tu es en contrainte forte. Tu te dis, là, je peux pas faire ça, puis ça non plus. Puis tu te sens coincé. Et en fait, il faut que tu ailles chercher un truc que tu n'as jamais trouvé. Et du coup, de contraintes, tu arrives à un nouveau résultat, quoi. Est-ce que tu es plutôt moment réel ou moment posé ? Alors, c'est beaucoup de moments réels par le fait même que le reportage de mariage, c'est du moment réel, que les événements et la photo de chantier, c'est du moment réel. J'ai un travail de portrait qui est forcément posé et que j'aime aussi. Donc, finalement, ça reste mineur dans l'ensemble de ce que je fais, mais que j'aime beaucoup. Il y a des portraitistes qui m'épatent, posés ou un peu moins, mais ça peut être des travaux magnifiques. Et je ne fais pas de distinguo, de dire que l'un est plus beau que l'autre ou que c'est une meilleure photographie que l'autre. J'aimerais aussi développer un peu plus le travail du portrait. Ouais. Tu peux le développer côté mariage également, non ? Oui, je le fais pas assez. Je le vois dans mon travail. Parce que quand on se fixe quelque chose, on peut aller le chercher. Ouais. Parce que dans le mariage, ce qui m'a toujours marqué, c'est que c'est certainement la discipline la plus complète. Tu as tout. Tu as du reportage, tu as du portrait, tu as des moments réels, tu as des moments posés, tu as absolument tout. Et finalement, c'est un endroit où on peut vraiment s'exprimer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de photographes aussi différents qui fonctionnent bien. C'est parce qu'il y a tellement d'opportunités de s'exprimer différemment que finalement, on peut avoir des visions très différentes de la même chose. Ah ouais. Et en tant que Félicia Cisco, aussi une consoeur qui fait toujours pas mal de mariages, elle est portraitiste. Je pense que c'est plus le portrait qu'elle fait tout le long de l'année. Elle a des portraits en mariage qui sont extraordinaires. Donc, en fait, on axe son travail, même en journée de mariage, par rapport à ce qu'on aime, quoi. Hors photo, c'est quoi tes sources d'inspiration ? Hors photo, alors c'est le cinéma, et depuis très longtemps, mais ça, on s'en aperçoit pas, parce que quand on est gamin et que depuis 10 ans, on va voir des films, on se dit, c'est sympa, on prend du plaisir. Et puis, en fait, on se rend compte que la nourriture cinématographique, elle est là, quoi. Tu l'intègres toutes les semaines, tout le temps, quoi, toute la vie. Et la première fois que j'ai entendu que mes photos ressemblaient à du cinéma, ça m'a fait tilt. Et puis je suis devenu rouge. Je me suis dit, waouh, super, ça ressemble à du cinéma. Et en fait, la nourriture, elle ressort, elle ressort au bout d'un moment. Et tant mieux. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui est l'un des privilèges de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais au cinéma
détaché de toute culpabilité en me disant oh, je suis plus en train de travailler, je suis en train de prendre mon temps et tout ça. Et en vrai, je me dis mais c'est aussi pour moi, quoi. C'est de la formation. c'est tout ce que je vois, que les lumières, les cadrages et ces réalisateurs qui font des boulots extraordinaires. Eh ben c'est aussi une source d'inspiration et mon plaisir, bam, ça tombe aussi dans ma besace professionnelle, quoi. Alors, amis photographes qui nous écoutez, sachez qu'on décrète à partir de maintenant que les billets de cinéma sont déductibles de vos charges. Ouais, on peut dire ça. Ça serait bien, j'aimerais beaucoup. Et puis, alors, cinéma de manière naturelle. Et depuis une dizaine d'années, je peux dire que la peinture aussi, sous différentes formes, peut m'inspirer. Il y a Vermeer, qui a 3 ou 4 ans, a fait une expo au Louvre. J'ai fait en sorte d'y aller, c'était complet, archi complet et compliqué d'y aller. C'est pareil, ça fait partie des expositions où j'ai été ému de voir ça, parce que c'est étonnant. C'est puissant. C'est puissant. Et donc, faut pas trop réfléchir. Enfin, c'est ma manière de faire. Je prends l'émotion sans trop vouloir la décortiquer. J'ai l'impression que ça sortira après. Ça rentre, tu le rumines ouais, ça quelque rentre, part. on sait pas ce qui va en sortir. Alors, c'est ma manière à moi. Toi, j'entends que, par exemple, peut-être une autre manière d'analyser les choses plus en profondeur pour pouvoir les incorporer. Moi, je les intègre. Le terme exact, c'est ruminer. C'est quand tu as une vache qui mange son herbe rumine, elle la fait passer dans l'estomac, elle ressort, elle remâche, elle la refait passer, elle la ressort, elle la remâche, avant de l'ingurgiter définitivement. Donc moi, j'ai tendance effectivement à absorber ce genre de choses-là, mais ça va ressortir. Et je vais y repenser, et je vais décortiquer, puis je vais le re-rentrer, puis je vais le ressortir, et je vais y repenser. Et c'est vrai que c'est un peu plus... Mais j'ai besoin d'être conscient. Sinon, j'ai l'impression que j'apprends rien. Ouais, voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Même si moi, ça diffère un peu. J'ai besoin de garder une magie autour du truc et des fois de garder de pas les décortiquer. C'est intégré de façon plus inconsciente chez toi. Ouais, comme un magicien, je veux pas savoir ce qu'il fait le magicien. Je veux qu'il me fasse rêver, quoi, et qu'il m'étonne, mais je veux pas savoir son tour. C'est un peu quelque comme part, ça. tu le comprends quand même et tu l'intègres non, quand il y a même. des tours que j'ai vus 10 fois, je les comprends pas, je veux pas les comprendre. Quand il fait voler sa table autour de lui, que je vois aucune ficelle, que je vois rien en fait. Mais c'est étonnant quand même. Et peut-être une autre source d'inspiration de temps en temps, la musique, c'est pareil. Tu vois, c'est mystérieux. Il y a des musiques qui te donnent des émotions, même certaines paroles. J'ai beaucoup écouté Renaud ces dernières semaines et il me parle tellement fort, c'est tellement collé à la société. Ça peut être des sujets familiaux, et du coup, il me touche particulièrement et voilà, ça fait appel à tout ce que je vis aussi sur les jours de mariage. C'est ton côté un peu reportage également, puisqu'il parle de sujets de société, de la même manière que les photographes que tu as cités vont être sur des sujets un peu forts. C'est ça qui te parle ? Je crois pas. Chez Renaud, l'émotion qu'il arrive à faire sortir de ses chansons, alors qu'il est vulgaire, alors qu'il semble parler comme un titi parisien qui n'a pas de vocabulaire, c'est tout l'inverse. Il est hyper touchant, il est très profond, il a une poésie folle, et voilà, il me touche au cœur sans que je comprenne vraiment pourquoi, et c'est pareil. Alors, moi, je vais le répéter plusieurs fois, une espèce de magie qui sort chez lui, et qui fait que je retrouve cette magie dans plein de situations. Et voilà, il me parle même dans mon travail. C'est lié au personnage en tout cas, c'est son talent à lui. Il me parle toujours lui. Aujourd'hui, il me rend un peu triste parce qu'il est abîmé complètement par la vie, mais il est toujours là, quoi. Et c'est un vrai artiste. Il reste beau à voir. C'est un vrai artiste. On est obligé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on est obligé de l'admettre. C'est un vrai artiste. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Alors, le temps libre, aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qu'on appelle libre ? En tout cas, voilà, je comprends ta question comme quand j'ai du temps. Moi, j'ai un fils qui a 8 ans et demi. Et je crois que les moments les plus joyeux, si tu me les demandes, c'est avec ma petite famille, quoi. Et donc, j'aime jouer au foot avec lui. Il adore les Lego. Moi, je suis un gamin qui n'a pas dépassé 8 ans. Si tu me donnes des Lego dans les mains... Et ces moments-là, ça fait partie des moments privilégiés, voilà, qu'il faut que je protège absolument, parce que ça, c'est pareil. Quand tu commences une activité en indépendant et que tu es tout seul, tu peux bosser 24/24, et ça, c'est une erreur. Le vrai souci, il y a 2 soucis, c'est que tu peux bosser 24 heures sur 24 ou tu peux ne pas bosser du tout. Il Ouais. faut arriver à trouver ce juste milieu entre les deux. Et donc, du coup, voilà, moi qui vais chercher les trucs forts dans les familles avec qui je travaille,
Ça me fait penser à ça. Il y a un danger. Il y a un danger. Il y a le fait que j'arrive à compenser une espèce de carence affective qui fait que je vais trouver des émotions et les partager un peu par procuration quand je travaille. Et puis ces émotions, on les trouve, on les partage. C'est très régulier que voilà, ça traverse le boîtier, ça m'arrive dessus, et puis je me retrouve en pleurs derrière le boîtier. Il faut que je continue à assurer le travail. Et puis le double effet qui se coule, c'est que vivant tout ça, samedi après samedi, on arrive dans sa famille et on se dit, c'est plat, quoi. Quand on entend les déclarations des parents, des frères et sœurs ou des mariés eux-mêmes, on se dit, est-ce que moi j'ai fait ça? Est-ce que moi j'ai pris autant d'attention? Est-ce que mon conjoint a pris autant d'attention? Et malheureusement, on a du mal à s'empêcher de se comparer. Et ça peut être dangereux parce que les moments tellement forts qu'on vit, on ne peut pas les vivre de manière aussi forte au quotidien. C'est impossible. C'est d'autant plus dangereux, je pense, que le jour où toi tu te maries, tu vas garder un souvenir assez vivace de ce qui n'a pas été non plus, je trouve. Moi, je me rappelle des moments forts, mais moi, j'ai eu pas mal de petits moments un peu désagréables le jour de mon mariage. Et c'est vrai que si je choisis de voir les bons côtés, je vais les voir. Mais spontanément, je pense qu'on est câblé pour voir les mauvais côtés aussi. Et que c'est peut-être ces moments-là qui ressortent. Donc, quand tu te poses cette question-là, est-ce que tu vois vraiment toute l'image de ta journée à toi? Tu parles de la journée de mariage? Ouais, de ta journée de mariage. Parce que quand tu la vois en tant que témoin d'une journée, en tant que témoin extérieur de la journée d'un couple, est-ce que tu as le même regard sur ta journée à toi? Non, j'ai pas le même regard. Alors bon, j'ai un regard sur ma journée de mariage, mais là je te parlais de mon quotidien, de l'année, des 365 jours. Tu parlais de ton mariage à toi. Non, et les 365 jours, il est évident que les pics d'émotions que tu trouves ces jours-là, tu peux pas les retrouver dans ton quotidien. Et malheureusement, des fois, c'est un peu le cafard de te dire chez moi c'est plat, mais il faut faire attention à ça. Ouais. J'en ai partagé des fois avec des collègues et on est tous un peu d'accord, ceux qui font de la photographie de mariage. Voilà, il faut trouver l'équilibre quand tu es conscient que les carences affectives, tu arrives un peu à les rattraper avec ton travail. C'est une mini-thérapie. Et derrière, de faire aussi attention à ta famille, même si tu ne vis pas les choses aussi fortes que ce que tu trouves le samedi. Alors, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et de temps en temps, tu n'es pas dedans, quoi. On va passer côté plutôt philosophie de la photographie. La première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui te fait prendre une photo? C'est quoi qui décide du clic? Alors, on va parler sur le mariage, mais sur le mariage, comme le cœur du moteur, c'est aller chercher là, ces émotions fortes, je suis dans l'attente que ça se passe. Et puis, c'est pareil, est-ce que je peux l'expliquer concrètement? C'est Cartier-Bresson qui a une expression, je ne sais pas si je vais la retrouver mot à mot, qui dit qu'à un moment donné, tes yeux, ton cerveau et ton cœur s'alignent. C'est à ce moment-là que tu déclenches. Il y a un quatrième truc, c'est que oui, voilà, ça doit s'aligner sur le moment le plus fort que tu as sous les yeux. Et j'espère que j'y arrive. J'espère que j'y arrive. Et dans ma tête, je pars le matin en me disant, il faut que ça s'aligne, et il faut que ça s'aligne au bon moment. Et si ça s'aligne 3-4 fois dans la journée, je sais que ça va être des belles images. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi une photo réussie? Ouais, je n'ai pas de définition concrète. En reprenant la définition que je viens de donner, si tu es arrivé, toi, à aligner tout voilà, ton œil, ton cœur, ton cerveau, donc du coup, tout ce que tu es, sur le moment crucial, et normalement, si tu es en recherche de ça, au bout d'un moment, tu le trouves. Et c'est les photos, moi, qui ressortent le plus. Très souvent, c'est les photos aussi qui ressortent chez les mariés. Et des fois pas. Bon, il faut l'accepter aussi. D'accord. Tu as répondu à la question suivante. Une question que j'allais te poser un peu plus loin, qui était, est-ce que les photos que tes mariés partagent sont les mêmes que les tiennes? Non, pas toujours. Ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini ma prestation, je leur dis, je vais réunir une 60aine de photos qui, pour moi, vont raconter à elles seules toute la journée. Il y en a peut-être à avoir 500 dans la journée, mais moi, en 60, je suis déjà satisfait. Je mets ces photos en place, je leur mets de la musique dessus, et c'est les photos les plus fortes. Mais ce qui est étrange, c'est que des fois, il y a même pas le quart de ces photos-là qui sont les plus importantes des mariés. Et moi, il faut que je l'accepte. Il faut que je l'accepte comme ça. Ils ne sont pas forcément touchés exactement pareil que moi.
Et donc, du coup, c'est moi qui faisais l'histoire à travers un album quand ils en prenaient un. Je posais mes photos et je racontais l'histoire à peu près pareil, 60, 70 images. Quand ils commençaient à me changer la moitié des photos, ça me prenait un temps monstre pour faire le travail. Donc du coup, aujourd'hui, je leur demande, eux, de choisir leur image. Et je réponds à ta question. Donc du coup, je dois accepter le choix. Tu vois pas la même chose que sur cette journée-là. Eh bien, pas exactement, oui. Je me dis pas que je suis le chef absolu de ces images-là et je leur donne le choix. Bah, c'est leur journée, en même temps, tu es là pour les accompagner. Ouais, j'ai quelques confrères qui se disent c'est moi qui fais, c'est moi qui choisis, c'est moi qui donne. Et donc, du coup, ils vont faire avec. Ils sont un peu plus dictateurs. Ouais. Du coup, c'est une transition parfaite pour la question suivante. Tu considères que c'est quoi ton rôle dans le mariage ? Le rôle du mariage... Je crois qu'il y a autant de réponses que de photographes à cette question. Ouais, alors j'avais développé un slogan au tout début de mon activité avec le mot souvenir dedans. Enfin, dans mon esprit, ce souvenir-là, il est premièrement intemporel. C'est pour ça que mon travail d'image, entre guillemets, est assez simple pour qu'il ne soit pas estampillé image 2010. Et puis, simplifier au maximum que cette journée, elle parle à travers les proches, à travers les émotions qu'ils ont autour d'eux. Et puis si les émotions des proches sont données aux mariés, le job est réussi, quoi. Un transmetteur d'émotions. Donc. Ouais. J'ai le sentiment égoïste que ce que je veux chercher moi va être ce qui leur plaît. Et donc du coup, on se voit avant le mariage, donc du coup, on doit être en cohérence. Et je leur dis ça. À un moment donné, je ne vais plus penser à vous. Je vais penser à moi. Donc, il faut que vous sachiez, moi, comment je fonctionne, ce que je vais aller chercher. Parce que si ce n'est pas ça que vous voulez, il ne faut pas qu'on continue ensemble. Mais mon état d'esprit, ce que j'ai en tête, ça doit être corrélé à ce que vous allez... Voilà, ce que vous voulez, vous. Et donc, du coup, moi, quand je te parlais tout à l'heure de ce que je vais chercher le plus fort dans la journée, je considère à un moment donné que je pense plus qu'à moi. Du coup, ça devient une démarche égoïste et qui, normalement, en second rideau, va satisfaire complètement les mariés. De toute façon, ils t'ont choisi par rapport à ce regard-là aussi. Oui. Il vaut mieux. Mais c'est répété plutôt 2 fois qu'une au premier entretien pour qu'il n'y ait pas de déception derrière, quoi. Oui, parce que le nombre de mariés qui sont capables de t'envoyer des photos très variées de photographes internationaux en te disant « je veux ça », sans comprendre qu'une journée ne se déroule pas systématiquement de la même manière et que tu n'auras pas forcément l'opportunité de le faire. Oui. Alors, je veux raconter une anecdote de cette année. Je ne veux pas donner de nom aucun, ni du photographe, ni des mariés. Un couple qui vient me voir. La jeune fille s'est mariée il y a 6 ou 7 ans. Ça s'est très très mal fini assez rapidement. Donc du coup, elle a un très mauvais souvenir de son premier mariage. Par contre, elle avait choisi un photographe qu'elle adorait. Le travail qui en est ressorti, elle le considérait comme magnifique. Et du coup, elle me choisit moi comme second photographe de ce second mariage. Je connais par cœur le premier photographe. Et ça me met une petite pression. Et elle me dit, je veux ça. Ce qu'il a fait, c'est super, ce qu'il a fait. Alors on se dit, moi, je suis moi, je vais faire mon boulot. Et puis... En plus, elle était wedding planeuse elle a été pendant 3 ans. Donc, du coup, elle connaissait tous les gens du secteur. Donc, voilà, ça donnait une pression que je n'avais pas d'habitude. Et le jour du mariage, le matin, elle n'arrêtait pas. Donc, il a fait ça, il a pris la robe, il a mis là, il a cherché des points de vue, tout ça. J'ai rien dit, j'ai laissé passer. Et cette pression-là, elle m'a donné plein de photos Instagram, de trucs qu'elle voulait, quoi, finalement, ce que tu me disais tout à l'heure. Elle m'a quand même vachement boosté. Et je me suis donné à 200% et ça a été l'un de mes plus beaux travaux, quoi. Alors, c'est peut-être dur de dire que je ne suis pas tout le temps à 200%, mais là, c'est comme si elle était derrière moi et puis elle me poussait. Et du coup, j'ai donné, quoi. Et ça reste un beau souvenir. Je ne pensais pas que ça irait dans cette direction-là quand tu as commencé cette histoire.
J'aurais eu tendance à penser justement que t'aurais poussé pour t'imposer plus toi, et finalement tu t'es découvert dans ce qu'elle t'a fait faire. Alors, non, je suis un peu gêné de dire ça, mais j'ai donné à fond ce que je pouvais être en me disant, bon, elle me fait confiance, elle a vu mes images, elle peut s'appuyer sur moi, mais elle me pousse au bout de tout ce que je sais faire. Et elle a une attente énorme. Alors, je vais lui donner, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette attente-là. Donc, c'est vrai que tous les mariés ont une attente quand même assez forte, on va dire, hein, mais plus ou moins exprimé. ah ouais, elle était à fond. Et puis, elle a fini par me dire, à la fin du mariage, quand je suis parti, que son premier mariage était un échec total, ok, mais je l'avais compris, et qu'elle a tout démultiplié avec à peu près les mêmes invités. Elle voulait que tous les invités oublient le premier. Donc elle a multiplié le repas, elle a fait tout par 2, la déco tout par 2 ou 3, et le photographe, il devait faire oublier le premier photographe. Et c'est pas une bonne démarche de sa part, hein, mais vu le premier photographe, Il y avait du boulot. ah bah, il y avait du boulot. Et donc du coup, le résultat qui en est sorti, qu'elle était super contente. Et je te jure que j'avais la goutte qui coulait sur le front, quoi. Dans ton travail, c'est une chose qui m'a marqué quand j'ai regardé un petit peu tes photos. En tout cas, dans ce que tu présentes, on a soit des photos très très colorées, soit du noir et blanc. Ouais, bah oui, alors ça doit être ma présentation publique. Forcément, dans un reportage, on reste sur le mariage, hein, mais dans un reportage de 500 images, il y a toute la journée qui est présentée. Il y a forcément des moments un peu plus fades au niveau de la couleur et qui me parlent moins. Mais du coup, ce que je présente, j'aime la couleur. On parlait tout à l'heure de Harry Gruyère, qui a un travail de couleur extraordinaire, qui participe énormément à l'émotion qu'il arrive à donner. Et je considère que c'est pareil. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, en termes de couleur, ça doit claquer jusqu'à faire sortir une émotion de celui qui la regarde. Et donc, en ce sens-là, tout ce que je présente, ouais, c'est normalement assez fort en couleur. Et à contrario, il y a certaines images assez fortes, avec des couleurs assez fades. Et je comprends très très vite que le noir et blanc va magnifier le moment, quoi. La question logique suivante, on a vu tout à l'heure ce que c'était qu'une photo réussie. Du coup, c'est quoi un album réussi ? C'est pas la même chose. Parce qu'en mariage, on a tendance à mettre en avant la photo individuelle et très peu l'album. Alors j'ai 2 choses en tête sur un album. Alors aujourd'hui, ce que je propose, ils choisissent 80 images. Je fais ma mise en page, mais l'idée reste la même. Mes 80 images, que ce soit mon choix ou le leur, doivent raconter l'histoire de la journée. Normalement, le storytelling, il est complètement couvert par 80 images, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une trame. Ensuite, 80 photos, c'est pour moi 80 pages. Et dans ma tête, une photo égale une histoire. Donc une page égale une photo. Et je ne mets pas 3 ou 4 photos par image. C'est pas une prétention, mais je me mets au défi que chaque photo doit être assez forte pour être présentée seule. Et ça aussi, c'est plus une pression, mais c'est un défi permanent. Chaque photo doit se suffire à elle-même. J'ai pas besoin de 3 photos pour raconter le truc, le moment. Et donc mes albums, ils sont présentés comme ça. Il y a une photo par Une page. succession d'histoires. Et normalement, il y a une histoire et il y a aussi 80 histoires. Ouais. Et ça fait la réussite logique de l'album. Ouais. Côté plus business, comment tu vends de la photo de mariage aujourd'hui ? Alors j'ai 3 réseaux. Moi, dans ma tête, il y a 4 réseaux. Il y en a un qui ne fonctionne pas du tout et que je ne développe pas. C'est le réseau virtuel, Internet, dans sa globalité. Donc le site Internet, les réseaux sociaux. Quand on m'appelle par hasard, j'ai très, très, très peu de chances de signer. Enfin, je le regarde statistiquement. Et du coup, ce qui fonctionne aujourd'hui chez moi, c'est le réseau des confrères, voilà, qui m'envoient des mariés quand ils sont bookés. Je fais de même. Un réseau de quelques partenaires, pas trop, parce que sinon, j'arrive pas à gérer toute l'année mon relationnel avec eux.
et le réseau des anciens mariés. Et donc ça, physiquement, c'est 3 réseaux de personnes que je côtoie, qui m'envoient du monde, et ce qui est pas contrôlé, mais ce qui arrive assez régulièrement, ça fait un tiers par réseau. C'est-à-dire que souvent, je fais entre 15 et 20 mariages chaque année. Et ben, si j'en fais 15, ça va être souvent 5-5-5. Et du coup, c'est des réseaux physiques qui fonctionnent chaque année et qui se renouvellent chez les mariés parce que c'est pas les mêmes qui me recommandent. C'est pareil, voilà, sauf chez les partenaires qui me recommandent, eux, qui sont des gens fixes. Et c'est des gens, du coup, les mariés arrivent avec une connaissance un peu de mes images, avec une connaissance un peu de mes tarifs. Et j'ai un taux de signature, du coup, énorme. J'ai peu d'appels et beaucoup de signatures. Certaines années, je suis 1 sur 3. C'est énorme. Avec peu d'appels, finalement. De toute façon, si tu es à plus qu'1 sur 3, c'est que tu n'es pas assez cher, je crois. Oui. Si tout le monde signe, c'est qu'il y a un problème avec ta tarification. Mais l'année dernière, j'ai fait un peu plus de 15 mariages et j'ai une 60aine d'appels. Donc 60 appels, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Oui, si, c'est ridicule. Quand j'entends le nombre d'appels de certains confrères, ça n'a rien à voir. D'accord. Après, ils n'ont peut-être pas les mêmes réseaux. Voilà, on fonctionne différemment. Il y a des gens qui sont plus sur Internet et qui, justement, ont une visibilité. Du coup, moi, je m'attendais à une réponse un petit peu différente parce que tu participes et tu gagnes pas mal d'awards. Ah, excuse-moi. C'est vrai que j'oublie, l'année dernière, j'ai signé 3 mariages par des mariés qui ont connaissance des concours. Ils me l'ont dit en arrivant, voilà. Enfin, moi, je leur demande où vous m'avez vu. Et comme c'est tout frais, je ne l'ai pas encore intégré, c'est un 4e réseau, ça, quand même. Donc les awards, c'est récent que tu y participes ou c'est... Bah ouais, c'est récent parce que les 2 premiers awards sont arrivés fin 2016. Ouais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais. Et en fait, l'année dernière, je trouve, j'ai beaucoup gagné. J'ai dû avoir 36 photos primées. Donc, en fait, c'est beaucoup. À chaque fois que je participais à un concours, il y avait énorme. 1 ou 2 images qui sortaient. Et je me suis retrouvé parfois dans le top 20 mondial de certains concours et quasiment tout le temps dans le top 10 français. Et donc, quand tu te retrouves à cette position-là, si des mariés connaissent le concours, ils vont regarder en France, et hop, tu arrives dans le top 10. Et donc, du coup, tu as une visibilité directe. Accrue. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai du coup 3 couples qui sont venus voir par ce biais-là. Et c'est peut-être amené à se développer dans l'avenir. Et j'imagine que voilà, c'est quelque chose. De toute façon, les concours avec ça, c'est quelque chose que je dois entretenir. Mais c'est dans le métier, finalement, c'est quelque chose qui participe à ma visibilité à part entière. Ouais. C'est un axe de développement. Du coup, la question, je l'ai écrite, qu'est-ce qui fait une photo gagnante? Mais la réalité, c'est pas ça. Comment est-ce qu'on gagne un award finalement? Parce que qu'est-ce qui fait une photo gagnante? Je veux dire, ça dépend tellement de qui va juger que c'est pas vraiment représentatif. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Mais comment est-ce que du coup, tu gagnes un award? T'avoue que je me pose pas la question. C'est-à-dire que j'envoie ce qui me plaît. Donc du coup, je suis pas très stratégique. J'ai des discussions aussi avec certains confrères qui sont beaucoup plus stratégiques, qui vont même voir qui sont les juges, qui connaissent des fois les juges et qui se disent avec lui, j'ai plus de chance avec cette image de passer. Moi, je me pose jamais la question. Donc du coup, c'est d'autant plus aléatoire. Et en plus, selon les juges, ta photo peut être magnifique, passer 3 fois ou alors ne pas passer du tout. En fait, j'ai arrêté de me poser les questions et j'envoie ce qui me plaît. Et je remarque que l'année dernière, c'était un super résultat. Cette année, j'estime que mes photos sont pas moins bonnes. Le résultat est 2 fois moins bon. Alors, j'ai dû gagner 18 awards, ce qui est beaucoup. C'est déjà beaucoup, je trouve. C'est quand même 2 fois moins que l'année dernière. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Faut l'accepter. Et je ne sais pas l'expliquer pour répondre clairement à ta question. Mais tu suis ton instinct. Et je continue à envoyer ce qui me parle à moi. Et puis, on verra ce qu'il en ressort. Dernière question côté plus business. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie et combien de temps t'as mis avant que ton entreprise tourne? Ouais. Alors aujourd'hui, je suis content, mais peut mieux faire, beaucoup mieux faire. C'est-à-dire que dans mon activité mariage, entre 15 et 20 mariages, ça me convient. Après, quand je te disais que j'étais à 70%, 30%, voilà, c'est mon volume économique. J'en espère plus en vérité. C'est-à-dire que
ce que je produis en mariage me satisfait, ce que je produis en entreprise me satisfait pas du tout. Et je me rends compte que l'organisation, d'être au four et au moulin sur une activité, c'est déjà pas mal. Il faut aussi que je sois au four et au moulin sur l'activité corpo. Et là, j'avoue que je suis pas forcément assez bien organisé pour générer ce que je souhaite. Et donc, du coup, je suis plutôt déçu du résultat. Et parce que le potentiel, il est énorme. Enfin, Et surtout que les calendriers sont inversés. Donc, ce que tu en plus, fais on d'un peut côté, marier les deux, bien sûr. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que moi, j'ai le problème inverse, où je fais beaucoup de corporate. Je suis plutôt à 80% de corporate et 20% de mariage. Et justement, la pensée que j'ai sur ce thème-là, c'est que l'un et l'autre sont un travail à temps plein. Et la raison pour laquelle je suis beaucoup sur les événements entreprises et pas trop sur les mariages, c'est parce que justement, les événements entreprises me prennent du temps que je ne peux pas consacrer à développer le côté mariage. Et peut-être que justement, toi, tu es du côté inverse, Ouais. où les mariages te prennent du temps que tu ne peux pas consacrer à chercher de l'entreprise. Parce que ce n'est pas les mêmes clients. Tu fais du corporate, non, on ne va pas se mentir, 70% des cas, c'est des agences d'événementiel. Et c'est des relations à développer. Et rentrer dans une agence d'événementiel, c'est un travail mais titanesque. Ah ouais, oui, c'est un travail à part entière. De la même manière que participer aux awards, c'est un travail titanesque parce que tu gagnes pas. C'est l'erreur que j'ai fait moi jusqu'à maintenant sur les awards, c'est que j'y participais comme ça. Genre, voilà, je choisis, tu as droit de rentrer 7 photos, je choisis 7 photos quasiment au hasard dans mon portfolio, je prends pas le temps de chercher ce que j'ai fait et j'envoie une fois de temps en temps. Et puis après, je me dis, tiens, j'ai pas gagné, pourquoi ? Mais en fait, si je participais déjà systématiquement, avec un peu de soin, et j'ai l'impression en fait que c'est deux jobs très différents malgré tout. Ouais, en tout cas, la communication, ce qui est génératrice de contacts et puis éventuellement de contrats, c'est deux boulots complètement différents. Et ton premier invité en parlait un peu. Et c'est vrai que j'ai le même sentiment que lui, c'est-à-dire que le travail photographique peut être un boulot à part entière, déjà. Le travail commercial peut être un boulot à part entière. Et à mon sens, si tu veux donner un maximum, il faudrait être minimum 2. Moi, c'est ce que je ressens depuis 3-4 ans. Et donc, du coup, voilà, travailler à 2 sur une activité, ce serait pour moi l'idéal. Mais alors, c'est archi compliqué, en fait. Il faut développer une relation avec quelqu'un qui ne va pas te poignarder dans le dos en passant. Ouais, c'est même pas ça que je pense. Trouver la personne compétente qui correspond à ce que tu fais, c'est compliqué. Et générer une activité qui puisse subvenir à son salaire, c'est super compliqué aussi. Donc du coup, moi je veux bien travailler à 2, mais il faut pratiquement que je double mon chiffre d'affaires là. Concrètement, c'est là, tu ça. parles de recruter plus que t'associer avec quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui travaille, si on travaille chacun dans des entités différentes et que, enfin, je sais pas, il y a des montages économiques, il peut être aussi lui avoir sa propre entité et on peut travailler en collaboration, mais il faut. Alors, le potentiel, oui, il est là, mais le mariage entre deux personnes, il reste compliqué. Mais moi, j'ai commencé à sérieusement y réfléchir depuis quelques années. Et je me dis que c'est vers là que je vais me développer. Plus à l'avenir. Ouais. Si je te demande, quel est le pire moment de ta carrière ? Ouais, c'est pas méchant, mais 2 ou 3e année, j'ai un confrère qui me demande de le remplacer pratiquement au pied levé. Je fais l'erreur de dire oui. Je vais sur sa prestation, c'était un mariage. Hein. Et en fait, ce que je produis, qui était pas mal, ne correspondait pas du tout à la demande des mariés et puis surtout du papa qui était le payeur. Du coup, je me suis retrouvé derrière avec le photographe sur le dos parce qu'il m'a dit franchement, t'as abusé, ils sont pas du tout contents, ok. Le marié, il va pas me payer, ok. La salle a des échos, ils ont envie de t'allumer la tête, ok. J'ai eu le papa au téléphone qui m'a traité de comment il m'a dit que j'étais un voleur et un non professionnel. Et en fait, j'avais tout faux. Donc du coup, j'étais avec un travail qui se tenait tout à fait bien. Ça partait en cacahuète totale. J'avais pas fait les choses qu'il fallait en amont, quoi. En fait, j'aurais jamais dû accepter parce que j'aurais dû comprendre ce qui allait pas. J'aurais dû comprendre que c'était pas fait pour moi
Et du coup, ce que ça a généré derrière, c'était dingue. Et j'ai été touché, et j'ai été insulté. Et je me suis pas remis en question trop fortement, mais quand j'avais le père au bout du fil, j'étais pas fier, quoi. Voilà. Ça m'est arrivé qu'une fois. Donc, c'était juste un déficit de préparation finalement. Oui, je dois savoir avec qui je travaille, forcément. Et là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, du coup, je suis quand même un peu fautif, là, sur le coup. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Alors, je pense à quelque chose, mais je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que j'ai pas envie que les gens se reconnaissent. J'ai eu une discussion avec un confrère il y a pas longtemps, je vais rester très vague, qui m'a donné une image de qui a comparé mon travaux déjà au plus grand, à ce que je considère le plus grand, et en plus qui a donné ce jour-là, ce jour J, à ce moment-là, un travail qui lui a plu encore plus. Il dit de tout ce que j'ai vu, et voilà, et ils ont tous participé. C'est toi qui étais le meilleur. Et alors, ça fait partie de mon histoire aussi. J'ai dû en avoir besoin par manque de confiance. J'ai dû avoir besoin de me jauger, de trouver ses compliments. Et les awards, ça fait partie des choses aussi qui t'amènent un peu des choses qui te rassurent. Quand j'ai entendu ça, je suis devenu tout rouge, quoi. Je savais plus quoi dire. Et donc, du coup, j'étais fier. Je sais pas, tout mon travail des 7 dernières années qui dit t'as quand même bien travaillé. Et voilà, t'as plus de complexe à avoir. Ton travail, il se tient. Tu t'es senti reconnu. Voilà, à travers ses yeux, à travers cette comparaison. Alors, il faut pas trop jauger. Puis en plus, c'est toujours un instant T. Mais cette confiance, à un moment donné, que certains recherchent et que j'ai dû rechercher aussi beaucoup à un moment donné, ça a été récompensé par un beau compliment, par quelqu'un que tu respectes. Ouais. Donc je donne pas plus de détails parce que je préfère rester vague, mais j'ai décollé de terre. Ça fait du bien. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast ? Alors, juste pour une anecdote, le travail de photographe, on est souvent très seul. Et donc, du coup, on a un petit groupe de Parisiens photographes avec lequel on se voit régulièrement. Et dans ce groupe-là, il y a une fille qui a un très beau travail, notamment sur le mariage, qui s'appelle Marine Poron, qui a un cursus particulier, qui a un travail particulier, là aussi un très beau travail de reportage en famille. Et voilà, une vision à elle, qui serait sûrement intéressante à développer et qui serait sûrement intéressante pour toi, pour ton podcast. Marine, surveille tes emails. Le mien arrive. Est-ce que tu as une actualité en ce moment ? J'aimerais. Alors, en travaux personnels, j'ai fait un reportage que j'ai trouvé vraiment intéressant à Naples en 2016, qui amène 2 autres reportages que j'arrive pas à développer. Et ça doit être ma future actualité. Et c'est un travail personnel et que je souhaite présenter un de ces jours. J'ai rencontré un gantier napolitain qui est le dernier en Europe à arriver à faire sa production encore en autonome, sans envoyer ses productions en Asie. Et quand je suis arrivé dans son usine, qui est en fait un grand appart à Naples, il m'a parlé déjà, il a pris 2 heures pour me parler de son métier. En plus, tout ce qu'il me disait, j'avais l'impression qu'il me parlait de ce que moi qui m'intéresse en photo. Il me parlait lumière, il me parlait matière, il me parlait couleur. Et je lui ai dit, mais moi, il faut que je vienne vous voir un jour et qu'on fasse un vrai travail photographique, un beau reportage sur vous, quoi, sur ce que vous faites. Et puis il m'a dit, bah oui. Bon, il me prenait un peu de haut parce que comme c'est le dernier, il est un peu connu. Il me dit, mais moi, tout le monde est venu me voir. J'ai eu Paris Match, je sais plus qui, j'ai eu beaucoup de grands magazines. Alors, je lui ai dit, oui, mais si je reste une semaine avec vous, on va faire quelque chose d'encore mieux. Je lui ai dit, putain, j'espère que je vais être à la hauteur encore. Et finalement, cette semaine passée à Naples, elle a donné un beau travail qui est le cœur du métier de gantier. Maintenant, il y a où se font les pots avant que ça arrive chez lui. Ça, c'est un autre travail photographique, un autre reportage. Alors, quand il m'a dit que c'était aux Émirats Arabes Unis, je me suis dit, waouh, ça, c'était un peu plus compliqué à organiser, mais il faut que je le fasse. Et la dernière partie du reportage, c'est la distribution de ces gants, et il distribue chez tous les grands couturiers, Chanel, Dior et compagnie. Et donc là encore, il y a un autre 3e reportage à faire, et donc du coup, il y a une vraie série, un vrai truc, et il y a beaucoup de boulot. 3 livres à venir alors. Et voilà, trois choses à venir qui peuvent être réunies.
et qui peuvent créer une actualité. Je rappelle qu'on peut te trouver sur ton site internet www.renan-gégaden.com, ton Instagram Renan Gégaden. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé un œil avec nous dans l'œil de Renan Gégaden. C'est fini pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.